Certaines réponses seront peut-être données maintenant par le président Jean-Jacques Louis, président du tribunal administratif de Châlons en Champagne. Merci, monsieur le professeur. Je voudrais, dans cette intervention, vous faire part, tenter de vous restituer, comme je m'y suis engagé auprès des organisateurs de cette journée, l'expérience de l'urgence que peut faire un juge administratif de base, de premier degré, qui officie au sein d'une structure moyenne, quantitativement moyenne, puisque le tribunal administratif de Châlons compte 13 magistrats répartis en 3 chambres. Alors, c'est un peu le sort du dernier intervenant. Vous le constaterez, cette expérience, cette restitution d'expérience, et je vous demande de m'en excuser par avance, va recouper assez largement les observations qui ont déjà été faites, en particulier par monsieur le vice-président du Conseil d'État et par monsieur le président Stirn. En même temps, je vois dans cette circonstance quelque chose de rassurant. L'urgence, dans un premier temps, puisqu'on peut tenter de faire une espèce de restitution historique, l'urgence, dans un premier temps, mon âge maintenant me permet de faire des restitutions historiques, hélas. Dans un premier temps, ça a tout d'abord été tout simplement la rapidité. L'urgence, c'était d'abord, pardonnerez cette lapalissade, c'était d'abord aller plus vite, manifester davantage de célérité, abréger les délais. Le premier défi à l'époque était bien de détruire l'image classique de la lenteur du juge administratif, et que cette image d'autant plus délétère que cette lenteur était ressentie par les avocats en particulier, mais comme une sorte de sanction sourde et hypocrite au détriment du justiciable. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'évoquer une des fables de La Fontaine du livre 1, pas la plus connue, les frelons et les mouches à miel. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par des longueurs. Aujourd'hui, on nous mine par un excès de rapidité, à en croire certains, mais c'est tout le chemin qu'il faut parcourir entre La Fontaine et Dieudonné. Cet aspect précis donc de la rapidité, du fait que la justice était trop lente, problème de l'urgence, se confondait au fond avec un classique problème de productivité de la juridiction. Et ce problème de productivité, au fond, devait se résoudre essentiellement en jouant sur 2 claviers, celui des ressources humaines, augmenter le nombre des magistrats, stimuler leur motivation, recourir aux aides à la décision, et celui du processus d'élaboration de la décision juridictionnelle en initiant des procédures moins gourmandes, on va dire, en moyens humains, par un recours accru, lorsque c'est possible, sans remettre en cause la qualité et la fiabilité de la décision. J'y reviendrai, c'est un point important, au juge unique. Le succès, on le sait, est indéniable, et il peut s'apprécier de façon simple par la constatation de la baisse tendancielle presque spectaculaire de la durée de moyenne de traitement des dossiers qui se constate au niveau des 3 degrés de juridiction. Mais il me semble que l'urgence est devenue plus qu'un simple impératif de célérité. L'urgence est devenue pour le juge, je vais reprendre et redire plus mal ce qu'a dit monsieur le vice-président Sauvé, mais c'est le terme qui s'impose, je crois, une véritable culture, et cette culture de l'urgence a, me semble-t-il, modifié largement en profondeur la pratique du juge administratif. Et c'est sur ces 2 points que je voudrais faire porter l'essentiel de mon intervention. L'urgence comme une culture, tout d'abord. Je vais aller plus vite, puisque je ne vais pas me donner le ridicule de redire ce qu'a déjà exposé le président Sauvé, mais dire que l'urgence est devenue au sein de la juridiction administrative de premier degré, en tout cas, mais d'appel aussi, puisque j'ai également été juge dans une cour administrative d'appel, c'est devenu une culture. Cela signifie, me semble-t-il, que l'évolution que l'on a connue au cours, c'est vrai, surtout des 15 dernières années, dépasse de très loin l'effort d'accélération de traitement des dossiers. C'est beaucoup plus que cela. Une culture de l'urgence, cela signifie d'abord que l'impératif de célérité, qui reste bien entendu le noyau dur de l'urgence, mais que cet impératif est repris, renforcé, amplifié par d'autres évolutions. Il fait en quelque sorte système avec d'autres réformes législatives. Et à cet égard, bien entendu, il faut évoquer la dévolution au juge administratif des pouvoirs qui lui permettent de donner
une pleine efficacité à ces décisions. Il faut également évoquer l'élargissement de la palette des décisions qu'il est susceptible de prendre, comme par exemple la possibilité de moduler les effets d'une annulation. Pour le juge administratif de base, l'urgence a pris tout son sens dès lors qu'il a pris conscience de l'efficacité de ses décisions. Finalement, l'efficacité étant au juriste ce que le principe de réalité est au psychanalyste. Cette prise de conscience suppose, et c'est là, je crois, qui en fait l'essentiel, que l'on prenne en compte le simple fait que deux décisions, qui seraient en tout point identiques, mais rendues à quelques jours d'intervalle, peuvent avoir des effets juridiques et donc un sens totalement différent. Ce qui, à mon avis, justifie également que l'on puisse parler de culture de l'urgence tient au fond à deux ordres de considération. Il y a culture, tout d'abord, parce que ce que j'appellerais l'impératif d'urgence a plusieurs origines et le message, si j'ose dire, vient de plusieurs sources, il coule de plusieurs sources. Et ensuite, parce qu'indéniablement, cet impératif d'urgence a modifié le comportement et donc les habitudes, non seulement du juge, mais, me semble-t-il, de l'ensemble des participants au procès administratif. Alors, pour le chemin, pour les sources, les chemins que prend l'impératif d'urgence, le temps m'étant compté, je me bornerai peut-être à en évoquer deux. Le premier, il tient à l'impératif de célérité. Je n'insisterai pas très longtemps sur ce point, mais l'impératif est clairement affiché. D'abord, elle est affichée dans la politique du gestionnaire de l'ensemble de la juridiction administrative, qui est le Conseil d'État, vis-à-vis des tribunaux de base. Les tribunaux administratifs, ça change beaucoup les habitudes. Tous les mois se voit communiquer un tableau de bord qui leur permet de mesurer le taux de couverture entrée-sortie, l'ancienneté de leur stock, l'évolution de leur délai moyen de jugement. Le retard se mesure et se surveille. C'est très important. Je rappelle également que cet impératif de célérité tient très largement à la loi ou au règlement. De plus en plus, le juge se voit assigner des délais très stricts qui doivent être observés, à peine de dessaisissement de la juridiction. Certains ont déjà été cités, on peut ajouter au hasard en vrac la matière électorale, qui historiquement est sans doute la première, les plans sociaux pour l'emploi aujourd'hui, les litiges en matière de communication de documents administratifs, les OQTF, mais même les référés précontractuels qui sont enfermés dans des délais relativement stricts et relativement rapides. Impératif de célérité. Mais également à cette formation d'une véritable culture tient également à l'expansion tout de même très importante de la forme des référés. Le législateur, durant ces 15 dernières années, monsieur le professeur Israël l'avait souligné, a multiplié les formes de référés. On parle ici essentiellement des référés recensés sous la rubrique « référés rendus en urgence », mais on doit y ajouter, puisque la forme référé implique toujours la prise en considération particulière de données liées au temps, les formes de référés particuliers à certains contentieux du titre 5, du livre 5 du Code de justice administrative, tous ceux également touchant à l'instruction. Ce message répété par plusieurs voix, si j'ose dire, a induit, me semble-t-il, une modification des comportements. Une modification des comportements chez le juge, tout d'abord. J'en distinguerai 4 qui m'ont semblé plus particulièrement importantes. Premier changement, si j'ose dire, à l'évidence, le bouleversement des méthodes de travail. Le juge administratif, dont les journées, comme pour tout le monde, n'ont que 24 heures, a dû apprendre à donner des priorités aux différentes tâches qui le requièrent. C'est-à-dire ce qui allait à l'encontre de ce que j'appellerais, pour faire simple, la vieille culture, admettre que le traitement des dossiers ne pouvait pas être totalement uniforme, qu'il ne pouvait pas non plus obéir à cette logique dont parlent les experts comptables, FIFO, first in, first out, donc, et de les prendre dans l'ordre d'arrivée, ce qui était, à leurs yeux, une manifestation du principe d'égalité de tous devant le juge et devant la justice. Comprendre que le principe qui veut que tous les requérants soient égaux, ce qui est bien sûr un principe intangible, ne dispense pas de donner à chaque dossier
le traitement non pas identique, mais adéquat à chaque situation. Tous les dossiers ne posent pas des questions d'une intensité et d'une difficulté juridique identiques, on le sait, et la prise en compte de l'urgence suppose d'abord, au fond, un effort de gestion, à l'intérieur, bien entendu, des délais légaux, à l'intérieur également, bien sûr, des contraintes qu'imposent les conséquences liées au principe de procès équitable de l'article 6 de la CEDH. Deuxième changement important pour le juge, mais qui découle un peu du premier, c'est que le juge a dû apprendre à découpler urgence et difficulté juridique. L'urgence ne doit en rien remettre en cause la qualité de sa décision. La décision de référé est bien souvent amenée, j'y reviendrai, à être presque aussi riche qu'une décision de fond, et on verra un peu plus tard dans l'exposé que le juge des référés est amené, même dans l'urgence, à se prononcer sur des questions difficiles. Troisième considération, je crois aussi que le référé, alors je vais être prudent, évidemment il n'est pas question de les effacer, mais je vais m'autoriser des remarques que vient de faire M. le Président Stirn. Le référé, sans les effacer, bien entendu, a néanmoins estompé les différences entre l'action administrative et l'intervention juridictionnelle. Alors, il ne faut pas, me semble-t-il, s'en offusquer. Après tout, il faut s'en souvenir. Et Kelsen et Carré de Malberg ne voyaient entre l'action de l'administration active et celle du juge administratif aucune différence substantielle, aucune différence de nature, mais seule la procédure de décision permettant de distinguer la décision du juge de celle de l'administration. Et pour le coup, la vieille antienne qu'on répète toujours d'Henrion du Pensais retrouve quelques couleurs, juger et administrer, largement en raison du rôle joué par le référé et par les pouvoirs dévolus au juge administratif, reste bien entendu distinct, mais la distance, me semble-t-il, se raccourcit. Cet état de fait se mesure d'abord au fait que le juge administratif intervient plus tôt. Il intervient souvent même avant que la décision administrative, au sens classique, ait été prise. Et ensuite, parce qu'il est parfois amené à intervenir plusieurs fois. Le référé n'ayant lui-même aucune autorité de chose jugée, et donc n'est pas gravé dans le marbre, et parce que l'article L521-4 du Code de justice administrative lui confère, au fond, la ductilité nécessaire à l'action. La vie juridictionnelle, on le sait, traditionnelle, est, au fond, essentiellement discontinue. Les actes qu'on y accomplit définissent des périodes continues, mais qui se succèdent elles-mêmes de façon discontinue. Ces durées qui se succèdent sont limitées par les délais qui s'enclenchent, s'interrompent, qui reprennent, les recours étant tardifs ou dans les délais, les décisions juridictionnelles suspendant des actes, les annulant, parfois rétroactivement, parfois seulement pour l'avenir. L'urgence a introduit, au fond, une idée de fluidité. Elle a introduit le temps réel dans le temps judiciaire, d'effacement de l'écart entre le temps de l'action propre à l'administration et le temps du juge, qui ne se contente plus, en quelque sorte, d'arrêter ou de suspendre la vie administrative, mais qui intervient à l'intérieur même de ce flux qu'est la vie de l'administration. Il se mesure également, me semble-t-il, au fait que le juge, par la force des choses, se doit d'être pragmatique. Les pouvoirs accrus supposent une responsabilité accrue et que l'on ne saurait exiger, surtout en urgence, que l'administration, en quelques jours, exécute des décisions qui se heurteraient à des obstacles pratiques, infranchissables, ou de manière plus large, à des réalités qui seraient, elles, dirimantes. Toute la crédibilité du juge s'y trouve exposée et engagée. Enfin, quatrième point, mais ça n'est évidemment pas exhaustif, le juge de l'urgence, c'est quelque chose qui me frappe également, est un juge qui fait une utilisation accrue de notions très proches qu'on appelle parfois le droit souple ou la soft law ou le droit flou, si je reprends l'expression de Madame Delmas-Marty. Cela signifie quoi? Ça signifie que la netteté de la norme s'efface dès lors, par exemple, qu'en référé liberté, les requérants invoquent souvent des normes formulées de façon générale par des textes déclaratifs. Mais surtout, parce que les décisions que prend le juge des référés, et singulièrement le juge des référés liberté, sont des décisions qui relèvent
d'une double négation. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai du point de vue de stricte logique, mais on sent bien, sémantiquement, on a bien une double négation. Une décision ne fait pas naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Elle ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale. Une dette n'est pas incontestable. Au fond, un peu à la manière très ancienne, médiévale, de la théologie négative, on finit par définir la norme juridique, ou du moins la norme jurisprudentielle, la tendance jurisprudentielle, non pas avec des affirmations, mais avec une suite de négations. Voilà, mais vraiment, on pourrait sans doute en ajouter, mais ce qui me semble l'essentiel de changement dans le comportement, dans la méthode, dans la manière de travailler du juge. Mais ce changement se sent aussi très bien chez les parties. D'abord, chez les parties proprement dites. On l'a tous noté, je crois, tous mes collègues l'ont noté, c'est vrai, je crois également devant le Conseil d'État, l'administration se déplace vers les prétoires bien davantage qu'elle ne le faisait, et d'ailleurs qu'elle ne le fait encore parfois pour les audiences collégiales, à l'occasion d'audiences de référé. Elle en profite, Monsieur le Président Stern l'a dit, et c'est parfaitement exact, elle en profite souvent pour modifier ses décisions, tout comme d'ailleurs les demandeurs peuvent être amenés eux-mêmes à purger leurs demandes des vices qui en affecteraient éventuellement le bien fondé. Et ces pratiques se développent au point qu'elles génèrent, je crois que nous l'avons également tous senti, une espèce de zone grise, une confusion, si on veut, entre l'office du juge des référés et celui de la médiation. Mais monsieur le vice-président du Conseil d'État a déjà répondu en quelque sorte à cette constatation en évoquant la possibilité d'un référé médiation. On voit même des cas, vous parliez, maître, d'instrumentalisation, on voit même des cas où visiblement le juge des référés, surtout le juge du référé suspension, là pour le coup on peut parler d'instrumentalisation, je l'ai vu, où il sert, où en fait l'administration très curieusement souhaite une décision qui apparemment lui est défavorable. Ça permet de régler des problèmes au sein de la hiérarchie ou dans une préfecture, au sein des directions spécialisées, agriculture, équipement, etc. Et le préfet de région, je tiens à votre disposition, sous le couvert du secret, de l'anonymat en tout cas, un magnifique exemple de véritable litige entre le préfet de région et un service très actif en Champagne, qui est celui de l'archéologie préventive, et qui a posé visiblement la décision du tribunal, du juge des référés, suspension, servait tout simplement au service à brandir sous le nez du préfet de région une décision qui était favorable à la position qu'il avait obligé le directeur de l'archéologie préventive à prendre. Donc, l'instrumentalisation peut aller jusque-là. Mais c'est vrai également pour les avocats. Les avocats se sont emparés, on le voit bien, nous le sentons tous, des possibilités qu'ouvrait cette culture générale de l'urgence. Bien entendu, l'utilisation qui est faite des différents référés dépend étroitement de la composition des barreaux. Il existe des barreaux, ceux des grandes villes, des plus grands tribunaux administratifs, qui comportent dans leur sein un nombre plus ou moins important, enfin un nombre représentatif d'avocats spécialisés en droit public. C'est beaucoup moins vrai dans les plus petits tribunaux administratifs, pour lesquels le barreau comprend pas ou peu de véritables spécialistes du droit administratif. Et on voit qu'il y a une corrélation très étroite entre le degré, au fond, de spécialité auquel peut parvenir un barreau et l'usage qui est fait du référé. J'ai pris, pour vous donner un exemple, l'année 2014, le tribunal de Châlons a connu 16 référés liberté, dont un, il est vrai, particulièrement lourd, mais 16, 139 référés suspension, 14 référés mesures utiles, 11 référés provision, ramenés, pour que vous fassiez une idée, à peu près 2800 dossiers qui constituent le total des entrées. Voilà. Néanmoins, je pense aussi que l'importance des référés est largement découplée, déconnectée de son importance statistique.
Je crois que ça joue, c'est d'ailleurs sans doute pour ça que l'on peut parler de culture. Les décisions changent les habitudes, changent les réflexes, si on peut parler ainsi, changent les méthodes de travail, quand bien même elles ne seraient statistiquement pas forcément très, très importantes. Pourquoi cette situation? Moi, je crois qu'il y a deux types de raisons. D'abord en droit, ou en fait d'ailleurs. Mais très souvent, la décision de référé est souvent la seule qui sera prise. Bien des litiges s'arrêtent au référé. En matière de contrat administratif, par exemple, c'est un point très intéressant, un rejet du référé précontractuel rend, il faut bien le dire, assez largement illusoire l'utilisation de voies de recours. Ensuite, parce qu'en dehors de la matière pénale, là ça a été souligné à de très nombreuses reprises, l'audience de référé me semble, et beaucoup d'avocats me le confirment, le dernier refuge de la véritable oralité. Et non pas simplement de l'oralité, mais de la véritable oralité. Par véritable oralité, j'entends celle qui consiste, non pas à parler, les avocats ont toujours parlé, même devant les tribunaux administratifs, mais beaucoup plus difficile de répliquer à la parole adverse. Il me semble que la véritable oralité, c'est plutôt ça. Et d'ailleurs, cela induit, il faut, les avocats me contrediront peut-être, mais il me semble tout de même assez visible que cela induit, pour eux, une véritable réorganisation, du moins dans les cabinets les plus importants. On ne voit plus les cabinets envoyer le collaborateur qui vient d'entrer au cabinet pour prendre note des conclusions de ce qui autrefois était le commissaire du gouvernement, aujourd'hui du rapporteur public. Aujourd'hui, l'oralité prend tout son sens, les affaires se règlent, elles se discutent, et elles supposent en tout cas que ce soit les avocats, souvent seniors, ceux qui connaissent parfaitement le dossier, qui se déplacent et qui viennent échanger avec leurs contradicteurs. Voilà pour ce premier point sur l'instauration d'une véritable culture de l'urgence. Il me semble, deuxième point, que l'instauration de cette culture a eu un impact assez fort sur les rapports entre l'ordonnance de référé et les jugements de fond. Le juge administratif, alors, c'est un petit point de désaccord. Est-ce que le juge administratif est le juge de l'évidence ? Oui, d'une certaine façon, les textes le laissent entendre, même s'ils ne le disent pas expressis verbis. Mais c'est vrai, ils sont le juge de l'évidence. Mais il faut bien s'entendre sur le sens d'évidence. Évidence, ça ne veut dire certainement pas le contraire de la complexité. Une affaire de référé peut être une affaire extrêmement complexe. Ça n'est pas non plus synonyme de la facilité. Tout simplement, ça c'est un petit élément de psychologie, mais je crois pouvoir dire que le juge administratif, mes collègues ne me contrediront pas, de première instance, essaye, tant s'efforce, certes de façon asymptotique, mais enfin il s'efforce d'atteindre le degré d'excellence d'un arrêt ou d'une décision du Conseil d'État. Et cela lui demande très souvent des efforts considérables de réflexion. Ça n'est pas facile de juger, même si, évidemment, après que la chose ait été exposée, elle peut, c'est d'ailleurs normalement le but de la manœuvre, elle peut elle peut donner une impression d'évidence. Mais il en va de l'évidence un peu comme de l'acte clair autrefois. On se souvient tous de cette décision où le commissaire du gouvernement devant le Conseil d'État avait beaucoup hésité. Le Conseil d'État avait dit mais non, tout cela est parfaitement clair. C'est tout de même quelque chose qui n'est pas toujours aussi évident. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que même juge de l'évidence, le juge des référés n'est certainement pas un juge qui se borne à jeter sur le litige un premier regard qui jouerait au fond le rôle d'une instance de tri. Et donc, me semble-t-il, la conséquence essentielle, c'est que devient assez trompeuse l'idée selon laquelle un litige ferait au fond l'objet de deux examens successifs et largement indépendants l'un de l'autre. Le premier, auquel l'urgence et donc la rapidité de l'examen aurait en quelque sorte tout de même retiré une partie de son importance, en tout cas de son autorité, et le second, jugé au fond et généralement de façon collégiale, qui serait le seul revêtu de la véritable dignité, de véritable jugement. Le référé, me semble-t-il, n'est pas
n'est pas simplement l'antichambre du jugement de fond. C'est au contraire une procédure qui s'autonomise très largement et qui, même, me semble-t-il, ça a été rappelé, a au fond dicté quelques aménagements que le droit processuel administratif, mais même le fond du droit administratif, ont dû consentir en quelque sorte pour que les effets du référé se fassent et puissent se faire pleinement sentir. Autonomie, simplement, je vais très vite, l'autonomie de la procédure, je serais presque tenté de dire sa dignité propre, repose au fond sur deux piliers, un pilier juridique, un pilier pratique. Sur le pilier juridique, c'est un peu compliqué. L'article L511.1 du Code de justice administrative, donc, qui définit l'office de tous les juges, des référés, quels qu'ils soient, lie le référé au caractère provisoire des mesures que le juge est susceptible de prendre, juge auquel il est prescrit de ne pas s'emparer du principal et de se prononcer dans les meilleurs délais. L'essence du référé administratif, c'est cela. Et là, maître, je serais peut-être un peu en désaccord avec vous, parce que lorsqu'on rapproche l'article L511.1 du Code de justice administrative de ce qu'on peut appeler les articles homologues du Code de procédure civile. Alors, il y en a plusieurs couples, 808, 809, c'est pour le président du TGI, 848, 49 pour le président du tribunal d'instance, 72, 73 pour le président du tribunal de commerce, et pour être complet, 98, 99 pour le président du tribunal paritaire des baux ruraux. Mais on constate, tous ces articles sont rédigés sur le même modèle, sur la même matrice. On constate quoi? On constate que le juge civil des référés statue soit lorsqu'aucune contestation n'est susceptible de remettre en cause sa décision. Donc au fond, il n'y a pas de contestation sérieuse. Soit par des mesures, si cette contestation existe, uniquement conservatoires et strictement conservatoires. On voit bien sûr qu'il existe des points communs, une inspiration commune, c'est indiscutable. Mais me semble-t-il, l'architecture n'est tout de même pas la même. Le juge administratif des référés ne voit pas son office se modifier en fonction du caractère sérieux ou pas de la contestation. Puisque, comme l'a rappelé M. le Président Stirn, le manque de sérieux conduit simplement soit à l'absence de contradictoire et donc d'audience, hypothèse prévue par l'article L522.3 du CJA, soit bêtement à l'irrecevabilité de la requête ou de l'une de ses conclusions. Alors c'est vrai, pourrait à première vue plaider en faveur de l'hypothèse d'un examen allégé, le doute sérieux de l'article L521.1, l'atteinte grave et manifestement illégale du référé liberté, la réapparition d'ailleurs de l'absence de contestation sérieuse, au moins dans les litiges concernant les demandes de personnes publiques tendant à l'expulsion du domaine public, ou même la condition d'urgence, même si la condition d'urgence ne joue pas dans ce cas, dans le cadre du référé provision de l'article R541.1. Mais précisément, me semble-t-il, parce que le juge des référés sait qu'est attendue de lui une véritable décision, cet examen ne saurait, me semble-t-il, être superficiel. D'abord, je le redis, parce que la plupart des référés sont autosuffisants, en ce sens qu'ils sont indépendants de l'existence d'une décision administrative, pour certains, et qu'ils ne supposent donc pas par construction, dans ces cas, qu'une décision au fond du tribunal administratif suivra. C'est le cas du référé liberté, bien entendu, mais également du référé mesure utile. Et en dehors de l'urgence, c'est le cas des référés constats de l'article R531.1 et d'autres référés. En second lieu, le juge administratif des référés n'est pas, me semble-t-il, un simple juge de l'évidence, parce qu'il ne se borne nullement à suspendre les seules décisions qui seraient d'une telle illégalité qu'elles révéleraient, pour ainsi dire, d'elles-mêmes cette illégalité. Le juge sait qu'il est attendu de lui une véritable décision, et donc son examen ne saurait être superficiel. Alors, je veux bien que l'on maintienne l'idée que c'est un juge de l'évidence, mais avec les raisons que j'apporte, les restrictions, réserves que je viens d'indiquer. Quelques raisons pratiques aussi. L'expérience montre que pour des raisons pratiques, et souvent en raison des contraintes qui pèsent sur les administrations, les constructeurs, la décision prise par le juge des référés clôt plus ou moins soit l'instruction de l'affaire. Très souvent, les parties n'échangent pratiquement plus jusqu'à l'audiencement au fond, ayant épuisé leurs arguments respectifs, soit, dans les hypothèses qu'a indiqué M. Stirn, le litige lui-même. Par exemple, en matière d'urbanisme ou d'environnement, les parties peuvent estimer
éclairés par les débats que leur demande de permis de construire ou dans d'autres matières, transfert de pharmacie, transfert de bureau de tabac, bref, que les demandes gagneraient à être modifiées, voire même que l'autorisation sollicitée d'exploiter une éolienne, c'est un contentieux qui revient souvent en Champagne, ou une installation classée de manière plus large, pourrait être utilement assortie de quelques prescriptions supplémentaires. L'audience de référé permet très souvent de révéler les faiblesses d'un dossier ou d'une décision et suggère parfois les moyens d'y remédier. Et il n'est pas rare, je le redis encore, que le juge des référés joue parfois, d'ailleurs souvent volens-nolens, un rôle de conciliateur, puisqu'il joue finalement ce rôle alors qu'il remplit strictement ce qui est simplement son office. Dernière série de remarques, je vais me dépêcher. La place du référé, me semble-t-il, l'autonomie du référé tente à s'affirmer de plus en plus. Je propose que l'on parte tout simplement de deux décisions du Conseil d'État, on aurait pu en prendre d'autres, deux arrêts le premier d'octobre 2001, Société des produits Roche, le deuxième plus récent, Monsieur et Madame Batache, qui montrent l'usage finalement que l'on peut faire des définitions. Au fond, la jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer, et le juge de première instance d'éprouver, que l'institution du référé obéit à une logique qui lui est propre, faite de ce que j'appellerais d'un peu de juste naturalisme. Je veux dire par là que quelques-unes des modifications des règles de procédure peuvent au fond être déduites de la seule nature du référé. Certaines solutions, j'espère pouvoir vous le montrer, sont déduites en quelque sorte par le Conseil d'État de la nature même du référé. Et puis de beaucoup de pragmatisme, car pour donner aux caractéristiques du référé toute leur portée, de nombreux aménagements, parmi les principes juridiques au fond les plus anciens, les plus sûrs, les plus constants du droit administratif, des aménagements ont, me semble-t-il, été pratiqués. La nature, donc, le volet juste naturaliste, c'est pour ça que je voulais partir de ces deux décisions qui fournissent un exemple parfait de l'usage des définitions. Dans les deux arrêts, il est rappelé, à titre de prémisse, que l'objet d'un référé, c'est de permettre la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative dont on serait soupçonné d'illégalité, y compris lorsqu'un recours administratif préalable obligatoire, procédure qui tend à exigence qui tend à se multiplier, lorsqu'un recours administratif est imposé, lorsque celui-ci n'est pas suspensif. On voit très clairement qu'on peut en déduire que la suspension, lorsqu'elle n'est pas organisée par la loi, eh bien, incombe finalement la question de la suspension incombe au juge en application au fond du principe très général dont découle le référé, au moins par exemple l'article 6 de la CEDH. Le référé reçoit une sorte de dignité propre qui lui permet, en l'occurrence, on le voit bien, de suppléer d'une certaine façon aux carences de la loi, ou en tout cas de compléter la loi en organisant une possible suspension, y compris dans le cas des décisions avec rapport. Et donc la définition des référés, c'est pour ça que je parlais de juste naturalisme, c'est peut-être pas totalement exact, ça doit en choquer plus d'un d'entre vous, mais la définition du référé, au fond, là, dicte, me semble-t-il, exactement son office au juge. Voilà ce que c'est qu'un référé, et on en déduit tout uniment, voilà ce que vous devez faire, ou voilà les questions que vous devez vous poser. Les exigences propres du référé supposent, là je vais aller vraiment très vite, supposent un aménagement de certaines règles de droit administratif. On peut s'arrêter à quelques exemples. Alors je ne vais pas recommencer, je comptais vous parler de la voie de fait, mais ça a déjà été fait, donc je me borne à l'évoquer, Monsieur le Président Sauvé ayant déjà tout dit de l'étude de Monsieur Abraham qui était parue au mélange offert au Président Bréban. Mais pour en revenir aux arrêts Batache et Société Roche, c'est-à-dire aux hypothèses dans lesquelles le juge des référés se trouve dans une des hypothèses où la loi a imposé l'exercice d'un recours administratif préalable à sa saisine, et qu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision, ça signifie que l'administration n'a pas encore statué à proprement parler sur la demande préalable, qu'il n'y a pas à proprement parler de décision administrative. Lorsqu'un deuxième corps de l'administration doit examiner la première réclamation, on a au fond une première décision, une seconde, mais la seconde n'est pas encore prise, ce qui n'empêche nullement l'intervention du juge des référés. Il doit statuer sur la première décision
Et éventuellement, si les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un doute sérieux sont remplies, il doit suspendre cette décision initiale avant même que l'administration se soit définitivement prononcée, ce qui signifie au fond qu'il se substitue provisoirement à l'autorité chargée d'examiner le recours préalable obligatoire, la décision du juge des référés valant dans ce cas jusqu'à l'intervention de la décision prise sur le recours préalable, avec l'espoir, ce serait tout de même normal, que la première décision prise par le juge exerce tout de même une certaine influence sur celle qui sera prise en définitive par la deuxième autorité administrative. Le juge des référés est également habilité à se prononcer sur des moyens qui n'ont tout de même rien de facile ou d'évident, et le fait que ce soit un juge de l'urgence n'a pas empêché qu'il entre dans son office de se prononcer sur ce type de questions. Le juge des référés est habilité à se prononcer sur un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi tirée devant lui, invoquée devant lui. Bien entendu, la loi l'avait prévu, la loi organique l'avait prévu. Mais pour autant, les questions concrètes n'avaient pas été envisagées par le législateur. Et au fond, il a fallu attendre la décision d'Iacquité du 16 juin 2010 pour apporter un éclairage et une solution. Mais au fond, la solution pragmatique, ça consiste tout simplement, évidemment, on voit le problème que peut se poser un juge, surtout de référé liberté, qui doit statuer en 48 heures, et avec l'idée d'ailleurs qu'il ne peut pas surseoir à statuer en attendant la réponse éventuelle du Conseil constitutionnel. Et donc là, la solution pragmatique, elle a tout simplement consisté, au fond, à découpler la décision touchant à la QPC de celle de celle qui est tranchée par la question qui est soumise au juge des référés liberté. La QPC peut être transmise et la requête rejetée. L'urgence n'étant pas constituée, ou le caractère sérieux de la QPC, qu'il faut bien supposer, puisque dans l'autre hypothèse, elle aurait été rejetée, ne caractérisant pas pour autant une atteinte grave, par exemple, et manifestement illégale, à une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2. On le sait, ça a également été rappelé, le juge des référés est également compétent pour se prononcer sur la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne, du moins lorsque la question de la conventionnalité de la loi peut se poser à lui, éventuellement dans les mêmes conditions que pour l'inconstitutionnalité. Enfin, un dernier point, mais très rapidement, le tribunal de Châlons est tout particulièrement sensible à la chose, et il a suivi avec un intérêt tout particulier le sort qui avait été fait dans les deux arrêts, puisque finalement il y a maintenant pratiquement deux décisions Vincent Lambert. Nous parlons entre nous souvent de Vincent Lambert I et de Vincent Lambert II. Le premier donnant la méthode de travail, celle qui est prescrite au juge des référés dans ce type d'hypothèse, mais sans revenir sur la solution, je voudrais simplement attirer votre attention sur le degré de pragmatisme, pour le coup, dont a fait preuve le Conseil d'État. Après avoir rappelé les obligations qui incombent au juge des référés, en vertu de l'article L511-1, le Conseil d'État a bien montré les exceptions qu'il fallait faire dans ce sens. Dans le cas précis d'affaires comme celle de Vincent Lambert, ou assimilable à celle de Vincent Lambert. Et au fond, dans ce cas précis, de manière pragmatique, mais me semble-t-il indiscutable, l'office du juge des référés s'est trouvé totalement redéfini. Le juge des référés doit, le cas échéant, recourir à une formation collégiale, qui n'était jusque-là qu'une simple possibilité et quasiment pas utilisée en raison des délais très brefs. Il doit prescrire éventuellement des mesures conservatoires de suspension, mais y compris les expertises. La règle de la reddition de la décision sous les 48 heures est au fond écartée, suspendue, l'urgence bien comprise, ne faisant nullement obstacle à un examen approfondi du cas auquel est soumis le juge. Le juge, d'une manière générale, à cause précisément de ces éléments, me semble-t-il, très forts,
Mais c'est une question que l'on peut mettre en discussion. Savoir si la tendance est aussi précise que ça, et puis savoir également si elle est souhaitable. Mais il est clair, me semble-t-il, que le juge unique le juge unique, le juge des référés, tend au moins à concurrencer la collégialité comme paradigme du procès administratif. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ou pas? Est-ce que c'est aussi marqué que je le dis ou non? Voilà qui, sans doute, pourrait faire l'objet de débats et qui appellerait vos réflexions et vos remarques. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques éléments de réflexion que je souhaitais partager avec vous.